Article de François Mitterrand paru dans le journal Libre le 27 juillet 1945. Dans cette petite salle se déroule un grand procès. Mais ce grand procès réunit de très petits hommes et donc la petite salle ne détonne plus du tout. Tout le monde s'y appelle Monsieur le Président. Chacun de ces présidents fait de l'esprit et fait la roue. Depuis le président de la haute cour qui ne rate pas une occasion de sortir un bon mot, jusqu'à ces présidents du Conseil des ministres qui, ayant tout manqué devant l'histoire, se rattrapent en racontant des histoires. L'accusé, lui, se tait. Malgré sa surdité, on a tout lieu de croire qu'il entend et écoute. Il joue avec son képi ou avec ses gants. De temps en temps, il rosit ou sourit ou s'énerve. Et il s'obstine dans un non perpétuel. Lui aussi a attendu ce jour pour apprendre à dire non. Chacun des témoins témoigne pour lui-même. Monsieur Daladier nous récite sa défense du procès de Riom. Monsieur Lebrun, fort honnête homme, s'interroge et ne conclut guère. Il s'étonne au surplus d'avoir été traité avec si peu de courtoisie, lui qui fut toujours si poli. Les jurés, eux, atteints par la maladie de l'époque, se demandent à tout moment ce que les grands ancêtres de la Convention eussent fait à leur place. L'un d'entre eux me le disait hier. « Eh oui, me voici en passe d'être un maréchalicide. » C'est une manière comme une autre de figurer dans la postérité, et cela ne leur déplaît pas. Je les imagine chaque soir hantés par le souvenir glorieux des régicides de l'autre siècle. On sent qu'ils n'interviennent que pour donner à leurs partis respectifs des arguments électoraux. Les questions qu'ils posent aux témoins sont d'une désarmante inutilité. Hors de fort intéressantes interventions de M. Stibbe et de M. Tony Révillon, tout le reste fut rebâchage et bavardage. Qui gagnera à tout cela? Peu m'importe que Maître Izorni soit plus éloquent que le procureur général Mornay, ou que le président Mongibaud possède l'esprit d'escalier. Peu m'importe que M. Pierre Bloch songe à ses électeurs de l'an, ou que M. Jamy Schmitt s'embrouille dans ses explications. Par une fenêtre haute, on aperçoit la flèche de la Sainte-Chapelle. Le ciel de juillet la découpe, fragile et pure. Véritablement, c'est hors de cette salle dorée et plate qu'il faut chercher à respirer. Dans ce procès de trahison, tant de petites trahisons s'étalent qu'on en a le cœur fatigué. Pauvre régime, qui eut pour dernier défenseur des hommes qui ne savent que discourir sur leurs erreurs. Un maréchal de France a mis la République dans sa poche? Un président de la République avait ses nuits troublées par les visages de Foch, de Poincaré, de Clémenceau. Mais il s'inclinait constitutionnellement devant un vote arraché à Vichy par un Auvergnat madré. Un président du Conseil, ministre de la guerre, foudroie, 5 ans après, les généraux félons qu'il avait cependant le pouvoir de destituer. Quel Français ne se sent secrètement irrité de cette contredanse rétrospective? Les gros titres des journaux le stupéfient. Tiens, les revoilà. Et il attend impatiemment les seuls témoignages qui comptent. Celui des combattants de 1940, qui cherchèrent en vain des avions au-dessus de leur tête, celui des hors-la-loi que poursuivait une police dite française, acoquinée à la Gestapo, celui des déportés qu'un gouvernement honteux abandonnait aux tortionnaires. Quant aux autres, accusés ou accusateurs, complices dans la trahison ou dans la lâcheté, complices de notre malheur, il se ferait un vrai plaisir de les mettre dans le même sac.